Alors que de nombreuses informations nouvelles sont révélées et que des informations erronées sont diffusées, de nombreuses personnes ne parviennent pas à accepter certaines réalités possibles. En tant que société, nous avons été endoctrinés de multiples façons par la religion, les médias, la politique, la science, l'industrie pharmaceutique, etc. Nous avons tous été amenés à croire certaines choses. Notre perception a été manipulée de manière à ce que nous acceptions certaines limites comme étant vraies. Cependant, lorsqu'un nouveau concept apparaît, les gens ne peuvent pas y faire face psychologiquement. Leurs croyances bien ancrées ne doivent pas être remises en question. Ils se sentent menacés, alors ils attaquent, se défendent, se battent pour conserver une idée. Ils bloqueront complètement et ignoreront ce qui est évident, manifeste et indéniable afin de protéger leur conditionnement, dont ils ne sont bien sûr pas conscients qu'il s'agit de leur conditionnement. Ainsi, lorsqu'un nouveau concept est perçu comme dangereux, il devient plus facile de prétendre que ce n'est pas vrai afin de pouvoir continuer à faire ce qu'ils ont toujours fait. Cette étroitesse d'esprit ou le choix de l'ignorance est un mécanisme de défense. Ils ont peur et choisissent donc de rester dans le déni. Un débat vient d'être publié par un spécialiste de la Terre plate nommé M. Prétendument Dave. Il s'appelle Dave Murphy. Et c'est prétendument Dave contre un physicien des particules. Et il l'écrase, putain. Personne ne peut baiser avec le prétendu Dave. Personne ne peut baiser avec le prétendu Dave. C'est un noir du Royaume-Uni, super brillant, et il écrase tout. Si vous écoutez ces débats, vous allez vous dire « Oh merde, vous êtes tous prêts ?» Une partie d'échecs est comme un combat à l'épée. Il faut d'abord réfléchir à l'agir. Ton style est immensément fort et immunisé contre presque toutes les armes. Lorsqu'il est bien utilisé, il est presque invincible. On dit que Dave écraserait n'importe qui. Il l'a fait. Il en a fait beaucoup. Vous pouvez aller sur YouTube. Bonjour, c'est Dave. Aujourd'hui, je veux parler de ce que je considère comme le plus grand des mensonges. Il s'appelle Dave Murphy, mais c'était son nom sur YouTube. Il détruit absolument ses fesses. C'est triste. C'est vraiment, vraiment triste. Et il le fait à tout le monde parce qu'il le fait craquer. Personne ne peut baiser avec le prétendu Dave. Et il l'écrase, putain. Prêt à baiser des personnes prétendument mortes? Merci beaucoup de nous avoir rejoints et d'avoir participé au podcast. Et je pense que ce que j'aime vraiment dans cette conversation, c'est que, je pense que nous sommes à une époque où je pense que nous avons besoin de beaucoup plus d'interactions comme celle-ci, où des gens avec des points de vue opposés sont prêts à se réunir et à débattre et des choses comme ça. Je pense que nous vivons une période très intéressante, mais je me disais qu'une bonne façon de commencer serait peut-être que vous vous présentiez vous-même à l'auditoire, que vous parliez un peu de votre parcours et d'autres choses de ce genre. Tu veux passer en premier? Je commence. Oui, eh bien, je suis Dave. Je suis chercheur sur les sujets de la vérité depuis environ 15 ans maintenant. Il s'est penché sur divers aspects de la vérité, en commençant par le 11 septembre et en continuant sur différents sujets à partir de là. J'ai donc commencé à m'intéresser à la Terre plate à l'été 2014. Je viens de tomber sur une vidéo étrange qui parle d'expériences bizarres. Il m'a également parlé du calcul de la courbure. Et j'ai été un peu surpris par ce calcul. Je l'ai donc testé et j'ai constaté que je pouvais voir bien plus que ce que j'étais censé voir. Et c'est ce qui m'a fait démarrer. Oui, c'est vrai. Je suis donc post-doctorant à l'université du Sussex. Je suis très heureuse d'être ici. Je dois dire que c'est le cas. Ce genre de podcast n'est probablement pas quelque chose que je regarderai moi-même en tant que scientifique et en tant que personne. Mais bien sûr, cela signifie qu'il s'agit d'un public très différent, vous savez, de celui avec lequel j'interagis. Et bien sûr, cela rend les choses beaucoup plus intéressantes. Je suis très honoré d'être ici et je pense, comme vous l'avez dit, que nous devons multiplier ces interactions. Pour ma part, je suis chercheur à l'université du Sussex. Je suis ici depuis quelques mois maintenant, depuis mai, et j'étudie la physique des particules, qui est
sorte de constituant fondamental de la nature, celui que nous ne pouvons pas réduire par l'observation essentiellement. Donc nous avons, vous savez, il y a une théorie qui est essentiellement autonome, ce qui est en quelque sorte ce que je fais dans mon travail quotidien, essayer de voir et de comprendre cette théorie. Cette théorie est appelée le modèle standard des particules. Nous essayons donc de mesurer les paramètres libres du modèle standard avec des expériences telles que le grand collisionneur de matériel ou certaines expériences sur lesquelles je travaille qui portent sur les neutrinos. Donc oui, c'est ce que je suis. Cool. Peut-être, Dave, à vous de jouer. J'allais vous demander quelles sont les raisons pour lesquelles vous pensez que la Terre est plate. D'accord. Point de départ. La première, la plus évidente, est l'absence totale de courbure. Nous avons beau essayer de trouver cette satanée courbure, nous ne la trouvons pas. Comme je l'ai dit, j'ai mentionné le calcul de la courbure qui, sur une circonférence de 25 000 miles, devrait être de 8 pouces par mile au carré. C'est l'ampleur de la chute que vous devriez connaître. Ainsi, armé de ce calcul, vous pouvez sortir. Et si vous avez un point de repère à une distance connue, de préférence au-dessus de la mer, parce qu'il n'y a évidemment rien sur le chemin, vous pouvez faire des expériences de visée pour voir combien vous êtes supposé être capable de voir. Et je vous garantis que vous verrez bien plus que ce que vous êtes censé pouvoir voir. Donc entre ça et le gyroscope, c'est mon préféré, a une propriété appelée rigidité dans l'espace. Cela signifie qu'une fois qu'il s'est mis à tourner sur lui-même, il restera dans son orientation, quoi que vous fassiez avec lui, indépendamment de la gravité, quel que soit l'endroit où il se trouve sur la Terre, il restera dans son orientation originale en fonction de l'espace. Les avions ont donc un gyroscope. Ils ont toujours un gyroscope mécanique de secours dans leur horizon artificiel. Le fonctionnement est très simple. Avant le décollage, l'avion se trouve sur une surface plane. Ils le font tourner de manière à ce qu'il donne la véritable référence au sol. Ainsi, une fois que cette référence au sol est établie, ils savent toujours où se trouve l'horizon. Même à travers des nuages épais, ce n'est pas le cas, car vous savez qu'au fur et à mesure que l'avion effectue ses manœuvres, le gyroscope reste dans son orientation initiale. Principe fondamental de la gyroscopie. Donc, si un avion fait un voyage de 4000 miles, je pense que c'est quelque chose comme 90 degrés peut-être, je ne me souviens pas, mais c'est probablement environ 90 degrés. Ou 60 degrés, je pense que c'est l'arc qu'il fera sur la Terre ronde. L'horizon artificiel devrait donc commencer à rouler vers l'arrière en vol rectiligne et en palier. Mais ce n'est pas le cas. Il vous indique qu'un avion survole un avion. Maintenant, les gens ont dit que les gyroscopes ont ce qu'on appelle des veines pendantes qui corrigent la courbure. Mais si l'on se penche sur la raison d'être de ces veines pendantes, on s'aperçoit qu'elles servent à arrêter l'autre homme. Propriété d'un gyroscope appelée précession. Et la précession peut être induite mécaniquement, en quelque sorte, s'il s'agit d'un système à vide par de l'air irrégulier ou de l'eau, particules de saleté dans l'air, elle peut aussi être induite. Si vous faites trop de manœuvres, vous en arrivez à un point où le gyroscope commence à basculer. Ils ont donc inventé ces veines pendantes pour l'empêcher de dégringoler. Il n'y a pas d'homme, corriger la courbure. C'est donc tout. Ces deux-là. Je pense qu'il faut que j'ajoute aussi, puisque je parle des avions, que les avions, c'est l'attitude d'un avion et
Le vol en ligne droite et en palier est déterminé par l'écoulement de l'air sur les ailes. Rien à voir avec la gravité, rien à voir avec la surface de la Terre. Si l'air passe au-dessus des ailes dans le bon sens, l'avion volera en ligne droite. Si vous lâchez les commandes, l'avion est censé voler en ligne droite. Mais parfois, ce n'est pas le cas. Il dispose donc d'une roue de réglage. Il règle donc l'air et les surfaces de contrôle de manière à ce que l'avion vole en ligne droite. D'accord. Ainsi, si un avion vole en ligne droite et en palier au-dessus d'une surface courbe, il commencera à prendre de l'altitude. Le pilote devrait piquer du nez pour maintenir l'avion droit et horizontal. Mais aucun pilote n'a jamais eu à le faire. Vous savez, apporter des modifications. Ils n'ont jamais besoin de piquer du nez. Oui, c'est vrai, et l'avion ne suivra pas automatiquement la courbe de la Terre. Il volera en ligne droite et à l'horizontale en fonction de l'écoulement de l'air au-dessus de lui. C'est tout. Oui, c'est vrai, très intéressant. Je m'adresse donc également à vous, Pierre. Par rapport à la même question que celle que je vous ai posée, Dave, quels sont les points clés dans votre esprit? Pourquoi la Terre est... Pourquoi vous croyez? La Terre est ronde, désolé. Eh bien, je veux dire que c'est... Je n'y crois pas. C'est vraiment parce que c'est le cas. Je veux dire que ce n'est pas parce que je ne veux pas dire cela dans un sens de... Cela peut paraître un peu pédant, mais c'est parce que il y a beaucoup d'observations faites par beaucoup de personnes différentes qui disent que la Terre est fausse. C'est vrai. J'ai donc dressé une liste des plus importants d'entre eux, les agences spéciales du monde entier qui ont pris des photos de la Terre. Il y a donc l'Agence spatiale nationale chinoise, l'ESA, l'Agence spatiale européenne. Si vous regardez les journaux sur Internet, vous trouverez des photos de journaux nationaux qui ont une photo de leur propre Terre. Et cela provient de différentes sources, vous savez. Et je pense que c'est un assez bon exemple, n'est-ce pas? Il s'agit donc d'une preuve suffisante. Alors oui, il y a l'Organisation indienne de recherche spatiale, l'Organisation spatiale japonaise, la JAXA, la NASA, l'équivalent russe, Roscosmos. Je pense donc que c'est probablement en soi une bonne preuve, n'est-ce? Oui, c'est un peu donc pour le fait que vous savez, c'est parce que comme eh bien ouais, je veux dire l'observation essentiellement et l'autocohérence de tout ce que nous savons est probablement ce qui est la meilleure réponse. Nous n'observons donc aucun objet. Si nous regardons à travers un télescope, il n'y a rien qui semble plate dans l'univers. Et ce serait très bizarre. Cette chose qui arrive une fois sur 1 milliard, peut-être pas sur 1 milliard, mais sur 1 million. Ensuite, nous devons avoir quelque chose qui dit que la Terre est différente de tout le reste parce qu'elle est plate. Et ce serait, vous savez, nous devrions expliquer que si la Terre était plate, il devrait y avoir une théorie pour expliquer que chaque objet que nous observons dans le cosmos est rond. Et, eh bien, oui, je pense qu'il s'agit déjà d'un moyen statistique très puissant, statistique de le faire. C'est vrai. Nous disposons d'un grand nombre de produits différents. Si vous regardez dans un télescope, vous ne verrez jamais quelque chose de plat dans le ciel, ce qui est déjà, vous savez, en ce qui concerne la science, vous savez, c'est très puissant, n'est-ce pas, d'avoir à dire, oh, cela signifie que nous serions dans un endroit très différent, n'est-ce pas? Nous serions dans un endroit où, vous savez, c'est très particulier. Comment savons-nous que la Lune est une sphère? Avons-nous déjà vu le... Quel est le côté de l'objet? Non, je vais laisser mon ami Karen B vous faire une petite démonstration. Lorsque quelque chose est rond et trop éloigné de vous, vous ne pouvez pas dire quelle est sa forme. Il peut s'agir d'une plaque plate, d'une plaque oblate, d'une plaque concave ou d'une sphère.
On ne peut pas savoir. Voici 4 objets. Ils ont tous l'air ronds, non? Mais sont-elles toutes des sphères? Comment le saurions-nous? Et si je vous disais qu'il n'y a qu'un seul objet qui n'est pas sphérique, pouvez-vous dire ce que c'est? Pouvez-vous me dire comment vous l'avez su? Comment pourrions-nous connaître la distance? Je peux vous dire qu'ils sont à 100 de mètres, et vous le croirez, mais ils ne peuvent se trouver qu'à quelques centimètres. Et je peux vous dire qu'ils ont un diamètre de 10 mètres, mais ils ne peuvent avoir qu'un diamètre de 500 mètres. On ne peut jamais savoir ce qui se passe avec un appareil photo. Veuillez les examiner attentivement. Voici le seul objet qui n'est pas sphérique, ici. Le voici. Je parie que vous pensiez que ce serait un autre. Mais vous serez étonné si je vous dis que ce deuxième objet n'est pas non plus sphérique et qu'il est plate. Et vous serez encore plus surpris si je vous dis que ce troisième objet est concave. Mais qu'en est-il de celui-ci? C'est le seul objet sphérique. On pourrait avoir un objet oblate et penser qu'il est également sphérique. Ainsi, le fait de regarder quelque chose de rond ne signifie pas qu'il s'agit d'une sphère. Avez-vous déjà vu la Lune tourner dans le ciel? Vous en avez toujours vu un côté, ce qui empêche quiconque de dire que la Lune est sphérique. Toutefois, l'utilisation du mot rond est correcte. Une assiette est également ronde. Regardez cette lune ici. A-t-il l'air rond? Oui. Ressemble-t-il à une sphère? Oui. S'agit-il vraiment d'une sphère? Découvrons-les. Eh bien, ce n'est pas le cas. Il est plat. Vous vous êtes encore fait avoir. J'allais juste te sauver, sauter. Je suis sûr que vous aviez des arguments sur cette lumière. Je veux dire que j'allais le faire. J'allais plonger directement dans le vif du sujet et j'allais en fait le faire parce que je veux vous donner un peu de temps pour vous présenter le sujet. Vous-même, ce à quoi vous pensez, ce que vous en pensez, mais j'aimerais bien. Maintenant, il suffit de l'ouvrir, d'aller droit au but et de se laisser aller. Si vous avez des questions pour Dave ou Pierre. Puis-je vous demander, Dave, ce que vous pensez de ce que Pierre dit ici à propos des différentes organisations spatiales qui ont pris des photos de la Terre? Et c'est en fait une sphère qui est représentée. C'est vrai. La première question, la plus évidente, est la suivante. Pourquoi toutes les photographies de la Terre sont-elles différentes? Si vous les mettez tous ensemble et que vous les regardez, chacun d'entre eux semble différent. La réponse à cette question est un certain Rob Simon qui travaille pour la NASA et son travail tel qu'il le décrit, et vous pouvez le trouver sur YouTube, consiste à créer des images à partir de données. Il reçoit donc, soi-disant, un tas de données et crée une image de la Terre à partir de ces données. Et vous verrez qu'il dit, vous savez, j'enlève les nuages et je dois mettre une couche par-dessus pour simuler l'atmosphère. Je dois mettre ce qu'on appelle une surbrillance spéculaire, là où le soleil se reflète sur la mer. Je dois lui donner de la profondeur. Je dois faire. Il explique comment il crée artistiquement cette image appelée marbre bleu. Il dit, je ne sais pas à quoi ça ressemble, je ne suis pas astronaute, je ne l'ai jamais vu. On dirait que oui. Je peux vous dire que dans chacune de ces agences spatiales, il y a un Rob Simmons qui crée ces images à partir de Photoshop. Et je pense que la célèbre phrase qu'il a prononcée, c'est Photoshop, il faut que ce soit Photoshop. Je suis donc désolé, mais toutes ces soi-disant images de l'espace ne sont pas des photographies, ce sont des composites, des images de synthèse, et quelle que soit l'agence spatiale qui les produit, elles sont toutes en train de prendre l'argent du public et de mentir en échange. Elle est retouchée. Il s'agit avant tout de prendre des données et d'en faire des images. Il s'agit d'un composite de données provenant de plusieurs instruments différents et traduites en une image. Pour nous, ce qui était vraiment intéressant, c'était l'ensemble de données. Jusqu'alors, il n'existait aucune carte du globe en couleur qui soit réaliste. La couche de terre est donc d'origine. Le radiomètre spectral imageur à résolution modérée à bord de Terra. La partie la plus délicate était le temps. Nous avons donc dû retirer les nuages. Ils
ont rangé les nuages pour plus tard et sont allés sur l'océan. Elle provient d'un instrument qui mesure le phytoplancton. Dans la mer où il était bas, je l'ai coloré en bleu foncé parce qu'il est bas surtout au milieu des océans. Et là où il est un peu plus haut, il était d'un vert un peu plus vif. Ajoutez ensuite les nuages. Il y a un petit problème parce qu'il y a un très léger décalage entre chaque orbite. Certains d'entre eux sont donc peints. Elle se retoucher, mais il faut qu'elle le soit. Il y avait ensuite une autre couche pour simuler l'atmosphère. Et puis il y a ce petit point positif. La surbrillance spéculaire est la réflexion de la lumière du soleil sur l'eau. Les pièces du puzzle ne peuvent pas être assemblées. Cela ne semblait pas réaliste. Il a l'air plutôt plat. Ou bien les nuages sont trop transparents. Je me contente donc d'appuyer souvent sur la commande Z. Il y a l'art. Créer le monde tel que je l'imagine. Malheureusement, je ne suis pas astronaute. Je n'ai jamais été dans l'espace. Mais j'ai regardé ces images. Elle est retouchée, mais il faut qu'elle le soit. Oui, c'est vrai. Donc je veux dire, si nous regardons ce que nous avons devant nous et nous prendrions des caméras différentes. Prenez celui-ci, prenez votre téléphone, prenez le téléphone de quelqu'un d'autre. Prenez un gros DCR Nikon, super intelligent, cool. Nous obtiendrions alors une image différente. Je pense que c'est très clair. C'est vrai? Cela signifie que la technologie et ce que nous enregistrons exactement sur la bande vont rendre, vous savez, l'image différente. Et je pense que c'est différent. Comment? Différente comment? Différente comment? Il s'agit du nombre de pixels, de la résolution interne, de l'objectif, quel qu'il soit. Que voulez-vous dire par là? Les couleurs sont-elles résolues différemment? Oui, les couleurs sont résolues différemment parce que la taille des continents change. C'est différent. Un espace 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 différent. Vous savez, vous pourriez le prendre dans un endroit différent et ensuite, vous savez, c'est vrai, c'est ma main. Si je l'envisage de cette manière, il me semblera différent et je prendrai une autre décision. Je n'ai pas parlé d'orientation différente. J'ai parlé de taille variée. Mais la taille n'est pas la même. C'est vrai. Par exemple, si je l'ai très proche et si je l'ai très loin. Oui, c'est vrai. Mais en ce qui concerne à la Terre, à la taille de la Terre, oui, c'est vrai. Nous avons de multiples images des États-Unis, par exemple, où, vous savez, ils sont de tailles différentes sur la Terre. Oui, c'est vrai. Nous avons des photos de l'Australie de jour et de nuit avec exactement les mêmes formations nuageuses. Comme les nuages qui ne bougent pas, apparemment. J'ai en particulier une photo de Galiléo qui prend 25 photos en 25 heures, montrant la rotation de la Terre. Il y a des formations nuageuses très particulières qui ne bougent pas pendant plus de 25 heures. Mais j'ai également trouvé une photo de l'Antarctique prise soi-disant depuis l'espace avec exactement les mêmes formations nuageuses. Oui, ils utilisent une carte des nuages. Ainsi, je suis désolé, quoi? Si je devais faire cela correctement, si je devais créer des nuages, j'utiliserais une génération de nombres aléatoires et il n'y aurait aucune possibilité d'avoir exactement les mêmes nuages. Je pense que ce qui se passe, c'est que, oui, c'est assez similaire. Mais pour être honnête, j'ai aussi l'impression, comme vous l'avez dit, que ces images peuvent être retouchées. Dans ce cas, je pense que vous regardez peut-être aussi des images de Photoshop. Bien sûr. Mais allez sur le site de la NASA, téléchargez leur grande image de marbre bleu et vous trouverez sur cette image ce que l'on appelle des nuages estampillés clone. Dans Photoshop, vous disposez d'un outil appelé Clone Stamper qui vous permet d'échantillonner une partie de l'image et de la tamponner à difference androids. On constate donc que la majeure partie de l'image est constituée de nuages estampillés par clonage. Vous savez, vous pouvez l'obtenir, le télécharger vous-même et le trouver. Vous savez, la nature ne crée pas de versions multiples du même nuage. Sorry, I was just going. You go ahead, Dad. I just also the other thing about the blue marble. So par ailleurs, l'autre chose à propos du marbre bleu. Je ne sais donc pas ce qu'est le marbre bleu. Mais il y a aussi toute une partie de la science qui est très importante pour moi et pour les prévisions météorologiques. Et tout cela n'est que prédiction et construction de modèles, n'est-ce pas? Je ne sais pas exactement ce qu'est Bloomberg,
mais j'ai eu l'impression que vous parliez de personnes qui essayaient de reproduire le comportement de la Terre. La façon dont les nuages se déplacent et comment, vous savez, le système de la Terre. C'est vrai. Vous savez, cela nous donne quelque chose qui est probablement très proche de ce que nous connaissons comme le système de la Terre autour de nous et quelque chose comme ça. Mais il ne s'agit que d'un modèle de simulation. Et la raison pour laquelle nous faisons cela est que nous voulons, par exemple, essayer de déduire ce qui va se passer, vous savez, pour la météo, ce qui va se passer pour le changement climatique et des choses comme ça. Il s'agit donc, vous le savez, d'une science qui permet de prédire. Eh bien, essayez de comprendre ce que nous voyons, n'est-ce pas? Nous devons donc observer ce que nous voyons et recueillir des données. Mais il y a une autre partie. Nous devons prédire quel modèle peut réellement s'adapter à ces données, peut les faire ressembler à ce que nous voyons, n'est-ce pas? Et c'est là tout le domaine du modélisme. Et je ne suis pas surpris qu'il en soit ainsi. Y a-t-il quelqu'un comme ça à la NASA dont le travail est de, comme, faire la Terre, créer une simulation de la Terre, n'est-ce pas? Parce que c'est ce qui est utilisé, c'est ce que nous voulons, n'est-ce pas? Nous voulons avoir ce genre de choses et avoir une compréhension complète. Parce que si nous pouvons simuler et ensuite observer exactement la même chose, vous savez, et prendre une photo, et prendre exactement la même photo que ce que nous avons simulé. Alors cela signifie que nous avons une compréhension complète du système. Il ne s'agit pas d'une simulation, d'accord? En 1972, la seule image censée être une photographie de la Terre a été prise par... Je pense que c'est la seule. Il n'a jamais été reconnu qu'il s'agissait d'une véritable photographie. Maintenant, il y a des images de Apollo 11. Montrer comment ils ont truqué la vision de la Terre comme une boule dans l'espace en éteignant toutes les lumières de la cabine. Le hublot du vaisseau spatial est le cercle de la Terre. La Terre remplit tout le hublot. Oui, c'est vrai. Ensuite, on a fait ajouter un morceau de carte pour représenter le Terminator. Alors qu'il perfectionnait la prise de vue, un morceau de matériau noir en forme de croissant a été légèrement inséré dans la fenêtre pour créer l'illusion de la ligne de terminaison de la Terre qui sépare le jour et la nuit. Il est incroyablement convaincant. Au cours de cette séquence, destinée à être montée et rejouée plus tard pour les téléspectateurs du monde entier, datée du 18 juillet 1969, Neil Armstrong se condamne lui-même en déclarant qu'il est à 130 000 miles ou à mi-chemin de la Lune, comme l'indique également le journal de bord de la NASA à cette date, alors qu'il se trouve en réalité sur une orbite terrestre basse de quelques centaines de kilomètres. Bonjour, Roger, Houston. Apollo 11, appel d'environ 130 miles, ici. Pendant une autre séquence destinée à être diffusée, Neil Armstrong explique faussement aux téléspectateurs comment la prise de vue est réalisée, en plaçant l'objectif de l'appareil photo sur la vitre de la fenêtre, comme cela devrait être le cas s'il se trouvait à la distance déclarée de la Terre. Nous n'avons qu'une seule fenêtre qui a une vue sur la Terre, et elle est remplie par une caméra de télévision. Si la fenêtre était complètement remplie par une caméra de télévision, comme il l'a déclaré, le bras d'un astronaute ne pourrait alors pas s'interposer entre la caméra et le hublot, comme c'est manifestement le cas ici. L'Amérique du Sud devient invisible, juste au-delà du Terminateur ou à l'intérieur de l'ombre. Vous pouvez également remarquer la façon dont l'astronaute manipule l'appareil photo, a réagi à l'erreur en tentant de s'en éloigner. Gaz bleu. Voir les bandes blanches des principales formations nuageuses sur la Terre. Il s'agit d'une séquence qui, selon eux, n'était même pas enregistrée. Il est beaucoup moins adapté à la diffusion, car l'objectif est déporté. Et la scène se transformait en un intérieur où les astronautes travaillaient. Et apparemment, le bouton d'arrêt est réapparu sur l'enregistreur sans que l'on s'en aperçoive. Voici la lumière de travail diffuse qu'ils utilisent pour voir les commandes de l'appareil photo, mais pas la lumière sur l'appareil de vaisseau spatial. Ici, ils enlèvent une partie de l'insert en forme de croissant.
Enfin, l'iris est ouvert et vous pouvez voir l'emplacement réel de la caméra. Et la très brillante est projetée par la fenêtre. Voici l'agenda du 19 juillet. Et le même coup fourré le 19 juillet. Puis le 20. Et le même cliché trompeur le 20. Plus tard dans la soirée, on dit qu'ils marchent sur la Lune. Comment cela est-il possible, alors qu'ils étaient en orbite terrestre 9 heures plus tôt et que la Lune est à 3 jours de voyage? En outre, s'ils sont réellement allés sur la Lune, pourquoi auraient-ils truqué une partie de leur voyage? Oui, c'était eux qui faisaient semblant. Ah, une photo de la Terre vue de l'espace. D'accord. L'image de 1972 est donc suspecte. D'accord. La NASA affirme donc que toutes les autres images, y compris la bille bleue, qui n'est qu'une photographie, il ne s'agit pas d'une simulation, il n'était là que pour créer une photo, soi-disant. Oui, c'est vrai. Toutes les autres images diffusées par la NASA sont des images de synthèse. Oui, mais il ne s'agit pas seulement de la NASA, n'est-ce pas? Eh bien, il y a le chinois. Tous les autres aussi, ils sont tous dans le coup. Pourquoi y aurait-il une telle conspiration? Pourquoi? Qu'est-ce que ces personnes gagnerait à faire ce genre de choses? Seulement au niveau de base, d'accord. La NASA reçoit quelque chose comme 58 milliards, 58 milliards d'euros par jour ou quelque chose comme ça. Oh non, 52 millions par jour, 52 millions de dollars par jour. D'accord. C'est une raison suffisante, vous savez, pour faire ces choses en soi. Il y a d'autres raisons à cela, mais c'est, vous savez, c'est celui que la plupart des gens peuvent comprendre. Oui, c'est vrai. S'ils touchent 52 millions de dollars par jour, c'est vrai. Vous ne feriez pas semblant si vous pouviez obtenir, si vous pouvez convaincre les gens de vous donner 58 millions de dollars par jour et que tout ce que vous avez à faire, c'est de leur donner des photos, vous savez. Oui, c'est vrai. Est-ce que c'est... Eh bien, je veux dire, parce que c'est en train de devenir un peu de politique. Je veux donc prendre un peu de recul parce que... Oui, c'est vrai. Ceci, vous savez, il y a... Qu'est-ce que cela prouverait pour moi de vous convaincre de l'inverse? C'est vrai, parce que si tu me l'avais dit... C'est vrai, oh, eh bien nous l'avons fait, vous savez, et je vais les rechercher, c'est vrai. Les faits gyroscopiques, etc. Même si je doute que ce soit le cas, bon, d'accord, je peux expliquer ça plus tard, mais si vous deviez venir, ici est à voir une sorte d'explication pourquoi, par exemple, nous n'observons rien, lequel est plat, pourquoi le soleil. Brilliant. Vous savez d'où tire-t-il son énergie de ce genre de choses? Je serais alors prêt à me dire, d'accord, peut-être que la Terre est plate, n'est-ce pas? Mais le fait est que, et c'est parce que ce que je crois être la science est falsifiable, n'est-ce pas? Donc c'est peut-être un peu pédant, mais cela vient de Karl Popper, qui est un philosophe. Et il a écrit cela dans la logique de la découverte scientifique en 1959. Et donc, vous savez, c'est comme si la science devait être falsifiable. Il arrive donc que nous nous trompions. Et puis quelqu'un arrive avec une idée géniale. Ça, vous savez, tout le paradigme, toute la façon de penser la science change. C'est vrai, mais vous savez, les photos truquées de la NASA ne changent pas vraiment la nature de la science. La nature ne se préoccupe pas vraiment de la NASA, n'est-ce pas? Ce n'est pas comme si, vous savez, tout cela était... Vous savez, extrêmement politique. Tout cela ne change pas grand-chose à la science. La NASA n'est pas là pour changer la science. Il est dit que c'est pour changer l'esprit des gens. C'est tout. Il n'est pas là pour changer la science. Oh, désolé de vous interrompre. Oui, non, eh ben, je veux dire, c'est un peu ce que je voulais dire, en fait. Parce que, vous savez, vous dites qu'il n'y a pas de courbure. C'est vrai? D'accord, disons que vous ne pouvez pas voir. Vous parlez de cela. Vous savez, ce que je suppose, c'est que vous mettez quelque chose qui est d'une hauteur connue,
et puis vous allez quelque part loin. Et puis vous essayez de voir si vous pouvez voir celui-ci avec des lunettes, quelque chose comme ça. Oui, ce n'est pas vraiment une hauteur connue, mais vous savez, voyez le bas de la page, par exemple. Vous voyez le bas de la page? Oui, c'est vrai. C'est vrai. Eh bien, je veux dire, vous savez à quelle hauteur faites-vous vos observations? Vous savez comment le soleil se reflète-t-il? Tout ce genre de choses. Et vous devez l'avoir comme si vous deviez y aller. Vous savez, il ne s'agit pas de... Vous n'essayez pas de mesurer le rayon de courbure réel, n'est-ce pas? Vous essayez de mesurer que la Terre soit ronde ou non. Il s'agit d'un problème différent. Donc, si à un moment donné, vous allez suffisamment loin et que vous ne voyez plus le bâton, alors la Terre est ronde. Oui. Absolument pas. Parce que vous pouvez faire une expérience vous-même. Prenez une caméra, placez-la sur le sol et sur une surface plane, comme un terrain de basket ou quelque chose comme ça. Éloignez-vous de la caméra et vous verrez que vos jambes disparaissent. Et jusqu'à vos genoux disparaîtront. Non, c'est ainsi que fonctionne la perspective sur une surface plane. On nous dit que c'est la preuve, vieille de 500 ans, de l'existence d'une Terre plate. Donc sur un pied, terrain de football par exemple. Donc je veux dire... Bon, d'accord, si c'est différent, c'est une autre idée fausse. La courbure d'un cercle ou d'une sphère, lorsque le rayon est grand, a tendance à être plate. C'est vrai, c'est ce qu'il est, mais il n'est pas plat. C'est un peu comme mesurer la courbure d'une bille, mesurer la courbure d'un gros ballon d'hélium ou autre. Vous le trouverez alors beaucoup plus petit. Oui, comme une fourmi sur une base, un ballon de plage ou quelque chose comme ça. Exactement. Donc à cette distance, vous savez, surtout d'un terrain de football où, vous savez, ce n'est tout simplement pas pertinent, impossible de mesurer. Non, mais le déplacement serait comme beaucoup. Ce n'est pas ce que je dis. Non, je dis que cette idée que, vous savez, quand quelque chose s'éloigne de vous, il va suivre une courbe. Oui, c'est vrai, parce que vous en perdez le fond. Oui, c'est vrai. Non, sur une surface plane, vous pouvez en fait démontrer de façon répétée que le simple fait de s'éloigner sur une surface plane donne l'impression que quelqu'un disparaît sous une courbe. Oui, mais ils ne sont pas évidemment sur une surface plane. Oui, c'est vrai. J'ai quelques vidéos qui montrent cet effet. Donc, je veux dire, c'est vrai. Nous sommes à côté de Brighton, alors je pense que si nous allons tous à l'I360 et que nous montons au sommet de la Tour Eiffel, pourquoi ne pouvons-nous pas voir la Tour Eiffel? Parce que nous ne pouvons voir qu'à une certaine distance. Nous avons des effets atmosphériques qui font que l'on ne voit rien. Si vous vivez en Californie, laissez-moi vous donner un exemple. Si vous vivez en Californie, vous recevez le bulletin météo le matin. Vous vous entendez bien avec le bulletin météo, visibilité de 10 000. Ce n'est pas à cause de la courbure ou de quoi que ce soit d'autre, c'est parce que l'atmosphère limite la distance à laquelle vous pouvez réellement voir. Oui, mais vous pourriez concevoir une expérience où vous auriez un laser et vous l'éclaireriez depuis la tour de téléphonie mobile et vous auriez une télécommunication comme ce boom. Pas besoin de satellites. Il n'est pas nécessaire d'avoir des satellites parce que nous avons des communications en ligne de mire qui, elles aussi, devraient être cachées par la courbure. Oui, c'est vrai. Il y a eu une expérience. Satellites existent vraiment. Non, nous avons des expériences sur la ligne de vue, des expériences avec... il y a eu une expérience il y a une horrible vidéo, un horrible documentaire, mais ils ont utilisé, je crois que ça s'appelle la Terre convexe. Des scientifiques d'Amérique du Sud ont réalisé une expérience où ils envoyaient un signal Wi-Fi sur une distance, je crois que c'était 80 km, là où il aurait dû être caché. Or, ce signal Wi-Fi est en ligne de mire. Oui, c'est vrai. Si elle est bloquée par quoi que ce soit, vous n'obtiendrez pas. Qu'est-ce que le signal Wi-Fi Google?
Pardon? Il diffusait un signal Wi-Fi d'une station à l'autre. Il y a une grenouille en bas. Oui, transmission d'un signal Wi-Fi d'une station à une autre à 150 miles de distance. C'est vrai, la courbure aurait dû bloquer ce signal. C'est la ligne de mire du Wi-Fi. Oui, cela dépend de la hauteur. Radio, c'est la radio, c'est la ligne de mire. Il ne peut pas traverser la Terre. Non, mais cela dépend de la hauteur à laquelle vous vous trouvez. La hauteur est prise en compte. Vous pouvez aller en ligne et obtenir le calcul de la courbure de la Terre. L'un des paramètres à prendre en compte est la hauteur de vos yeux. Oui, c'est vrai. Il s'agit donc d'une prise en compte. Ok, j'ai des photos des falaises blanches de Douvres, Calais ou Boulogne. Je ne me souviens plus. Boulogne. Je pense que c'est le cas. Oui, c'est vrai. C'est à 31 miles des falaises blanches de Douvres. Oui, c'est vrai. La hauteur de l'œil est de 30 pieds. Oui. Lieu où la photo a été prise, et avec la Terre, calculatrice là. Les falaises sont bien plus hautes que cela. Je sais. Mais avec le... Lorsque vous trouvez la base du... Cliffs, lorsqu'on a introduit ces chiffres. Oui, c'est vrai. Il devrait être 353 doit être caché. Oui, c'est vrai. Les falaises font 350 pieds. Et pourtant, sur cette photo, on peut voir la base des falaises. Vous pouvez voir toutes les falaises. Oui, c'est vrai. Ce que je dis, c'est que je n'invente rien. Chacun d'entre nous peut faire ses propres expériences, introduire les chiffres dans le calcul et voir ce qu'il en est. Non, je ne suis pas censé pouvoir le voir, mais je le vois. Le voilà. Je pense qu'il s'agit d'un problème différent. La première question est de savoir si la Terre est ronde ou non. La seconde est de savoir quel est son rayon réel. D'accord. Je pense que je peux aimer. Et essayer de mesurer les... Vous savez, avoir comme des chiffres réels et des chiffres que vous mettez dans ces calculs. C'est vrai. C'est en fait assez compliqué. Ce n'est pas parce que le rayon est si grand qu'il faut un instrument très précis pour effectuer ce type de mesure. Pas vraiment. J'ai une voiture. Quelle est l'erreur sur votre AutoCAD? Oui, c'est vrai. Je peux dessiner la Terre et la bonne taille de la Terre dans AutoCAD.